Hey, bonjour et bienvenue dans Cringe House, l'émission où on parle de films. Et aujourd'hui, on va parler de Ça chapitre 2. Non, je rigole, on parle que de bons films dans cette émission. Donc aujourd'hui, on va parler de Bad Taste. Bad Taste, ou Mauvais goût. est un film sorti en 1987, écrit, réalisé, produit, tourné, monté et acteurisé par Peter Jackson. Ouais, ce gars-là. Le même type qui 2 ans plus tard fera les Feebles. Ah oui, et aussi 14 ans plus tard, Le Seigneur des Anneaux. Mais les Feebles quoi. Hey, on peut ranger ce film dans la délicieuse catégorie des, ouvrez les guillemets, film un peu gore, un humour bien gras, fait avec trop rien par un futur grand réalisateur. A l'instar de Sam Raimi qui réalisa la sublime trilogie des Evil Dead ou de James Gunn avec le magnifique et dérangeant Sleazer, pour ne citer que, on va voir que ce film n'est pas qu'un film sans intérêt à l'humour très lourd auquel seul un autiste américain pourrait rire. Bon, alors écoute-moi bien, Coco Lapin. Primo, quand tu mets 5 étoiles à Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, et une demi à Batman Dark Knight, et Deuxio, quand on s'appelle Coco Lapin, sérieux, on ferme ça. Et avant de passer aux choses sérieuses, je vous propose de vous faire un court résumé du scénario. Une équipe de 4 mercenaires sobrement nommés The Boy est appelée par les forces occultes gouvernementales pour aller enquêter sur la mystérieuse disparition de tous les habitants d'un village en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande. Mais si, vous savez, ce pays où il y a... des moutons. On retrouve donc Barry et Derek, 2 de ces 4 chasseurs d'aliens déjà sur place en train de chercher des indices. Sauf que tout à coup, un George Michael sous Valium équipé d'une hache va sortir de nulle part et se diriger droit sur Barry. Mais heureusement, celui-ci étant expert en dissuasion va lui omettre de s'arrêter. Arrêtez-vous là! On bat les couilles, frère. S'ensuit ensuite une course-poursuite dantesque aux obstacles divers, comme une poutre en bois, se finissant tragiquement par une balle dans la tête, l'alien qui s'écroule tout en prenant évidemment soin de bien foutre de la cervelle plein le jeans de Barry, sans oublier bien sûr une jolie giclée de sang made in Amora. Par amour du goût. Fin de la scène d'intro, volet, titre en gros plan, musique. Et voilà, et rien qu'avec cette première scène, on a déjà les 3 paramètres qui qualifieront le film pendant toute sa durée. Du gore, des performances d'acteurs douteuses, et de l'humour de mauvais goût. Parce que oui, le reste du film n'est qu'une montée en puissance de ces 3 paramètres-là. Et si... Eh oh tu fais quoi là? Sérieux, tu vois pas que je suis en train de parler? Eh attends, j'en ai rien à foutre de ce que tu me racontes. Allez, dégage. Sérieux là? Bref, continuons. On fait donc la connaissance de Ozzy et de Jill, les 2 autres membres de ce boys band chasseur d'aliens bientôt arrivés au village. Pendant ce temps, enfin surtout pendant que Derek prend un malin plaisir à torturer un alien répondant au doux nom de Robert, retenez bien ce nom, il sera important plus tard, d'autres sbires aliens anthropophages prennent Barry dans un guet-apens. Mais heureusement pour lui, comme ces 8 aliens ont tous l'air d'être de mauvais sbires tout droit sortis d'un mauvais Super Sentai, il arrive assez facilement à leur échapper. Et là, course-poursuite, mais assez vite interrompu par Robert, poussant alors un cri de douleur, alertant tous ses potes comédiens au rabais, les faisant ainsi changer instantanément de cible, se dirigeant à présent droit sur Derek. Bon, heureusement pour lui, et les amoureux du gore, Derek ne sort jamais sans son Uzi, et là, je vous laisse imaginer ce qu'il va se passer. Après un petit chargeur de Uzi, une chorégraphie désastreuse et une bonne dose de violence gratuite, Derek arrive à se débarrasser de tous ses aliens, sauf évidemment de Robert qui va débarquer de un peu nulle part, le poussant dans le vide. Là, on a un plan sur un mannequin moche tombant d'une falaise tout en ayant le droit en fond sonore à un sublime Sublime. Suite à la mort tragique de Derek, on a l'introduction d'un nouveau personnage. Un prêtre dont les caractéristiques principales sont l'approximation du style vestimentaire et du jeu d'acteur se dirige droit sur le village pour aller récolter des dons. Évidemment, celui-ci n'étant pas au courant que le village est envahi par des hordes d'aliens mangeurs d'hommes, il va tout naturellement se faire assommer, capturer, puis amener dans une baignoire géante faisant office de marmite. Et c'est au même moment que notre équipe de chasseurs d'aliens, désormais au complet, enfin, mis à part Derek qui a sûrement dû mourir après une chute d'une falaise de 20 mètres, décide d'infiltrer le repère des aliens. Heureusement, pour le scénario du film du moins, ils arrivent pile au moment où le grand méchant nous fait son désormais classique discours du grand méchant pour nous apprendre les tenants et aboutissants de son plan diabolique, visant simplement, dans cette histoire-ci, à utiliser les humains comme nouvelle viande pour les fast-foods de leur planète. Quelques scènes dégueu plus tard, et surtout après la désormais cultissime scène du...
Ah, quelle chance, j'ai eu un gros morceau. Notre équipe de choc se fait repérer. Là, on a le droit à une fusillade de 20 minutes de type plan sur les mecs qui tirent, plan sur les mecs qui reçoivent les balles. On se débarrasse aussi du personnage tertiaire du cuisinier alien et du personnage secondaire de Robert en lui plantant une machette dans le cou. Et suite à s'être étonnamment régalé du massacre d'une vingtaine d'aliens, notre équipe arrive à s'exfiltrer de la maison. Et c'est à ce moment-là que les aliens décident de reprendre leur apparence siliconique normale. Ouais, c'est-à-dire leur apparence d'alien, quoi. Avec des masques moches. Bon, et puis je me demande toujours pourquoi, en fait, parce que cette apparence va pas leur donner une capacité ou je ne sais quoi de particulier, quoi. Enfin, mis à part avoir des gueules de cons, remarque, c'est déjà pas mal. Et le film aurait pu s'arrêter là. Mais au dernier moment, Terry décide de se la jouer en mode Rambo, sort un lance-roquette du coffre de sa voiture, et après avoir détruit une partie de la maison, dégaine son couteau, égorge 2-3 aliens au passage et fonce droit vers le grand méchant gourou des aliens. Sauf que Derek, présumé mort, débarque de nulle part, tronçonneuse à la main. Oui, le même Derek qui a fait une chute de 20 mètres, chute qui en réalité lui a simplement fait tomber un bout de cervelle par terre et qui lui a suffi de se réinsérer dans le crâne pour reprendre le contrôle de la totalité de ses capacités physiques et cognitives. Et là, contre toute attente, et surtout contre toutes les lois de la physique, le gazon, qui en réalité n'était qu'un immense tissu synthétique vert, se rétracte et la maison s'envole. Heureusement, Terry réussit à s'enfuir in extremis. Et juste après un plan à la 2001 l'Odyssée de l'espace version Echo+, on retrouve le grand méchant alien se faisant surprendre dans sa maison par Derek lui sautant dessus et le transperçant de part en part pour ressortir par son... Et en même temps sortir la réplique la plus philosophique qui m'était donnée d'entendre au cinéma. Ma deuxième naissance. Et on finit par voir Derek enfiler la peau de ce même alien tout en se projetant le futur génocide qu'il va faire sur leur planète, et notre équipe s'en allant sur un bon fond de musique rock, vraisemblablement pas inquiet du sort de leur compère Derek. Et voilà, et je viens de passer 5 minutes à vous résumer le scénario d'un film que j'aurais pu vous résumer en seulement 3 mots. On s'en fout. Et ouais, parce qu'on s'en fout du scénario de ce film. En fait, le scénario n'est qu'un prétexte. Et c'est en ça que le film ressemble fortement à Mad Max. Dans Mad Max, on suit Max, qui se rend d'un point A à un point B. Mais en fait, cette course n'est qu'un prétexte. Un prétexte pour voir des types jouer du rock sur des monster trucks et se balancer des lances explosives à la gueule. Et là, toute cette histoire d'aliens, c'est aussi qu'un prétexte pour montrer du gore, montrer des aliens se faire décapiter, et surtout, des effets spéciaux, des trucages. Et c'est en ça qu'on peut considérer ce film comme un test, ou comme un espèce d'exercice où Peter Jackson se serait entraîné à faire plein de trucages, plein d'effets spéciaux. Mais ce qui est d'autant plus incroyable quand on parle de ce film, c'est quand on sait qu'il a été réalisé avec 3 fois rien. Ouais, c'est-à-dire avec 11 000 $ de budget, soit environ 10 000 euros. Alors ça peut sembler énorme comme ça, mais quand on sait que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, par exemple, a eu un budget de 13 millions d'euros, soit environ 100 fois plus, ou alors Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, qui a coûté 113 millions, soit environ 1000 fois plus. Alors que, est-ce qu'il y a des moutons qui explosent dans ce film ? Alors évidemment, ce que je vous dis là est à nuancer, parce que dans le budget d'un film, il faut payer les acteurs, et dans ce film-là, tous les acteurs étaient des potes à Peter Jackson. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que la prochaine fois qu'on veut faire une vidéo qui se passe dans l'espace, par exemple, on n'a plus le droit de râler parce qu'on n'a pas le budget ou parce qu'il nous faudrait des décors hollywoodiens. Non, Peter Jackson nous donne une bonne leçon à tous, et nous montre qu'avec rien, on peut faire beaucoup. Tenez par exemple la maison qui explose dans le film. En fait, c'était une maquette qu'il a créée lui-même. Alors évidemment, ce film n'est pas une critique de la société moderne et blablabla. Et il est bourré de défauts. Son principal d'ailleurs est principalement l'une de ses qualités. Comme le film ne s'arrête jamais, on n'a pas le temps d'apprécier l'univers déjanté qui pourrait être vachement drôle en fait. Et c'est seulement après quelques visionnages que j'ai compris pourquoi est-ce que ce film est l'une des références pour tous les amateurs de films gore. Parce qu'il est fait avec amour. Et ouais. Bad Taste est fait avec amour. Et si le film en fait trop parfois et les acteurs sont constamment en surjeu, c'est parce que tout le monde était à 200% dans le projet. Il faut savoir que Peter Jackson a passé 4 ans de sa vie, chaque week-end, à travailler sur ce film. Il a tout fabriqué, jusqu'au masque des aliens. Et c'est seulement maintenant qu'on peut comprendre pourquoi est-ce que cette jaquette est aussi culte. Et pourquoi est-ce que cet alien nous fait un dos d'honneur dessus. Parce qu'en fait, Peter Jackson nous emmerde. Et ouais. Il a fait son film pour une seule personne. Et vous savez qui ? Il l'a pas fait pour vous. Mais il l'a pas fait pour moi non plus. Il l'a fait pour lui. Et ouais. Il a fait son film pour se faire plaisir. Pour lui. C'est pas un film de commande quoi. Mais non, mais tu comprends, c'est parce que c'est le jour, le film. Mais non, mais c'est parce que...